En fait, ce qui est fascinant, c'est que le public iranien n'a pas voulu se lancer dans des choses comme les armes nucléaires, suivant la fatwa de l'ayatollah. Mais quand on regarde les enquêtes menées auprès des chiites, au Liban, en Irak, à Bahreïn ou au Pakistan, on voit qu'ils disent non. L'Iran devrait développer l'arme nucléaire. Ils pensent que ce serait un moyen de dissuasion important pour protéger les chiites dans le monde entier. Donc, je soupçonne que c'est vers cette position que les chiites en Iran évoluent maintenant, après la guerre. Mais ça montre à quel point les chiites sont solidaires et favorables à cette idée. Pour eux, c'est leur protectorat. Et ce n'est pas du tout la version absurde et apocalyptique qu'on entend parfois chez certains évangéliques de droite aux États-Unis, qui prétendent que l'Iran aurait une vision agressive, prophétique, voulant provoquer la fin du monde pour des raisons religieuses. Ce n'est pas du tout le cas si on étudie vraiment ce que l'ayatollah a dit. Ce sont des nazis religieux, avait dit Lindsey Graham de son vivant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, c'est comme s'ils n'étaient pas ceux qui faisaient ça. Si tu vas dans certaines églises sionistes chrétiennes aux États-Unis, c'est là que tu entends ces absurdités. Écoute Huckabee, et tu verras, c'est là que tu entends ces bêtises. On va provoquer l'enlèvement, frère. On va le faire venir à nouveau. Les gens devraient vraiment étudier ce que tout ce discours sioniste chrétien veut dire. En gros, ça veut dire que tous les Juifs doivent mourir. Juste pour info. Alors, si quelqu'un pense que les Israéliens sont vraiment des sionistes chrétiens, je veux dire, qui se demandent s'ils ont compris quelle est la fin prophétique de cette vision dispensationaliste pour eux, c'est « il faut que vous mouriez pour que Jésus puisse revenir ». Tu aiderais à rendre ça possible, toi. Franchement, c'est de la folie pure et simple. Quelqu'un qui suit vraiment le christianisme, le vrai christianisme, sait que ce n'est pas du tout ce qu'il enseigne. Je veux être très clair là-dessus. Alors si tout ce qu'on a utilisé au début de cette guerre, c'était pour dire « on va aller les aider à renverser leur gouvernement », eh bien ça a toujours été absurde. Et maintenant ce qu'on fait, ce qu'on voit, avec ces dizaines de millions de personnes qui sont sorties, en sachant qu'elles risquaient leur vie, parce qu'en se rassemblant, elles pouvaient devenir des cibles, et tout le reste. Mais elles s'en fichaient. Elles y sont allées quand même. Nous avons eu Ahmad Saliman, qui m'a contacté peu de temps après avoir assisté à tout ça. En fait, à toutes les funérailles. Et il m'a dit qu'il y avait un thème commun dans tout ce qu'il a entendu. Les gens disaient que s'il fallait sacrifier la moitié de leur population, environ 40 millions de personnes, pour vaincre les États-Unis et Israël, eh bien, ce serait un prix qu'ils seraient prêts à payer. Évidemment, ils ne le souhaitent pas, mais ils affirment qu'ils ne céderont jamais sur rien. Et ça, pour moi, ajouté aux preuves concrètes qu'on a et à tout ce que vous avez déjà mentionné sur le plan militaire, ça montre qu'il n'existe aucun scénario, vraiment aucun, dans lequel une force militaire ou même une usure militaire des États-Unis pourrait affaiblir l'Iran au point de le faire céder. Je ne vois même pas ça comme une possibilité, même théorique. Et vous? Je suis d'accord. J'ai dit dès le tout début que si on comprenait le sacrifice chiite, la fierté perse et le nationalisme iranien, on saurait que ça ne marcherait jamais, qu'on ne pourrait jamais les conquérir, ni les faire capituler. C'est comme les Russes me l'ont dit un jour. On préférerait manger de la terre plutôt que de renoncer à notre fierté. Et la fierté perse, elle, va encore plus loin. Ce sont des gens qui ont converti les Mongols. Les Mongols sont arrivés, ils ont conquis les Perses sur le plan militaire. Et une génération plus tard, ils étaient tous devenus Perses. Ils ont fait ça aux Mongols. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on est allé au Vietnam. C'était comme le seul pays qui avait battu les Mongols 2 fois. Et c'est celui-là qu'on décide d'envahir. C'est de la folie pure. Puissance 10.
Et puis, on parle d'une religion chiite fondée sur le sacrifice. Elle croit profondément au sacrifice. C'est le cœur même de sa foi, le sacrifice et le martyre. Alors forcément, c'est pour ça que l'ayatollah a été brillant. Il s'est dit, je reste ici, qu'ils viennent me chercher. J'ai un cancer, je vais mourir. Et là, je peux mourir comme l'un des plus grands martyrs de l'histoire de mon pays. Quand on mélange la fierté perse et le sens du sacrifice chiite, on savait bien qu'il n'abandonnerait jamais. Et Trump, lui, est complètement dans le déni. Trump se persuade lui-même que dans son esprit, enfin, les gens devraient se demander pourquoi Trump, à différents niveaux, se montre aussi inutilement et excessivement agressif vis-à-vis de ses propres promesses politiques. Envers 3 cultures en même temps. La civilisation chinoise, avec cette guerre commerciale, la civilisation russe, en continuant d'alimenter la guerre en Ukraine et en se vantant de nos frappes en profondeur sur le territoire russe, alors qu'on ne peut vraiment pas se le permettre, pour des raisons économiques et énergétiques, tout en continuant d'escalader contre l'Iran. Ce petit mème qui le montre en empereur russe, c'est quelque chose qu'il croit vraiment. Regime Change l'a documenté. Il a dit « Regardez tous ces dirigeants. » Et quels dirigeants citait-il en exemple? Gengis Khan et Attila le Hun. Il n'a même pas pris la peine de l'imprimer. Il disait « Regardez tout le pouvoir qu'ils avaient. Moi, j'en ai encore plus qu'eux. » Il se voyait comme un empereur, de Caracas à Téhéran, de Pékin à Moscou. Quand on adopte cet état d'esprit, on s'attaque délibérément aux civilisations les plus puissantes du monde. Les Russes, les Chinois et les Perses sont les 3 civilisations qui ont résisté le plus longtemps à toutes les attaques de l'histoire. On devrait le savoir. On ne se lance pas dans une guerre terrestre contre la Russie, on ne bluffe pas les Chinois, et on ne cherche pas à conquérir les Perses. Et Trump essaye de faire les 3 à la fois. Il n'y a pas de meilleure preuve que ça, franchement. Bon d'accord, alors où est-ce qu'on va maintenant? Parce que voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que tu viens de présenter un argument très convaincant. Il n'y aura pas de victoire militaire. Point final. Peu importe tout ce qu'on donne en plus. Jack Keane obtient tout ce qu'il demande. Le général Kellogg, le général Spalding, peu importe, ils ont tout ce qu'ils veulent. Rupert Murdoch obtient ce qu'il veut aussi. Mais on va finir par manquer de munitions. C'est dans les infos en ce moment. Je crois que le CSIS a publié quelque chose il y a quelques jours qui expliquait combien de temps il faudrait pour remplacer tout ça. Un missile SM-3, c'est 64 mois. Même un Patriot, apparemment, c'est un peu moins, peut-être 2 ans. Mais quand même si on prend le bas de cette fourchette pour fabriquer un seul missile, ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer ce qu'on tire ici chaque jour, et ça fait des semaines que ça dure. On va littéralement en manquer si on essaie de refaire ça encore 40 jours de suite, pour les éléments essentiels. Et là, on sera juste en train de, je sais pas, leur lancer des cailloux. Qui sait ce qu'on fera, mais on ne les battra jamais comme ça. Maintenant, le Bab el-Mandeb serait fermé. Le détroit d'Ormuz, lui, est clairement fermé. Plus rien ne circule, juste quelques gouttes qui en sortent. Et le manque de pétrole vient s'ajouter au reste. L'hélium, les engrais, le soufre, tous les autres dérivés qui sont aussi bloqués là-bas. Alors, où est-ce qu'on va si le président Trump continue à vouloir passer par la voie militaire? C'est bien ça, le problème. Chaque jour où cette guerre continue, d'une manière ou d'une autre, sur le terrain, sans respecter un accord diplomatique, comme un protocole d'entente, et sans simplement se retirer de la région et du conflit, c'est un jour de plus où l'attention se détourne de ses autres priorités intérieures, pourtant populaires, comme la réforme électorale avec le SAVE Act. Il perd du capital politique chaque jour. Il perd du soutien politique chaque jour, rien qu'à cause des sujets qui ne sont plus débattus à l'échelle nationale. Et puis, chaque jour qui passe, c'est aussi un jour de plus, avec un risque de victime.
un risque de blessés parmi le personnel américain, pour une guerre à laquelle les Américains n'ont jamais cru. C'est encore un jour de perte de capital politique, alors que l'horloge tourne inexorablement vers les élections de mi-mandat. Et puis, il y a le troisième élément. C'est que l'impact économique et ses répercussions s'aggravent jour après jour, et certaines pourraient être, dans une certaine mesure, irréversibles. Cela pourrait accélérer l'éclatement d'une bulle de l'intelligence artificielle, qui pourrait à son tour faire éclater la bulle du marché boursier, ce qui risquerait ensuite de faire éclater la bulle de la consommation. D'autant que la moitié des dépenses de consommation provient aujourd'hui des 10% les plus riches, ceux qui détiennent toutes les actions. Et par-dessus tout, il y a le coût du pétrole et de l'énergie à la pompe, qu'on voit déjà se répercuter sur la hausse des taux d'intérêt. Or, on ne peut pas se le permettre, avec une dette qui atteint des niveaux records, encore plus élevés qu'après la Seconde Guerre mondiale en pourcentage du PIB. C'est exactement le contraire de ce que le président Trump avait promis. Alors, au lieu d'un carburant à moins de 3 $ le gallon, on se retrouve avec de l'essence à plus de 4 $. Au lieu d'un diesel à moins de 4 $, c'est plus de 5 $. Au lieu de taux d'intérêt abordables, on a les taux les plus élevés depuis la crise financière mondiale. Au lieu de réduire la dette, on a une dette qui dévore le budget en permanence. Et tout ça, dans un contexte économique et politique déjà hostile et défavorable. Et maintenant, on est à seulement quelques mois des élections générales de novembre. Alors, que se passe-t-il si c'est une défaite totale à la Chambre, une défaite totale au Sénat? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire des enquêtes sur toutes les accusations de corruption. Ça veut dire des enquêtes de destitution à l'appel. Et qu'est-ce qui va le protéger d'une condamnation au Sénat, alors que tant de républicains prêts à jouer les Brutus n'attendent qu'une chose, lui planter un couteau dans le dos, de toute façon. Ensuite, le compte à rebours commence pour devenir le premier président de l'histoire à être chassé de la Maison-Blanche. C'est le risque qu'il prend, chaque jour où il laisse cette situation continuer. Et selon vous, quelles sont les chances qu'un tel scénario se produise? Disons, un événement imprévisible, un vrai signe noir. Qui peut vraiment dire quelles sont les probabilités réelles? Vous y avez fait allusion plus tôt dans cette émission. J'en ai entendu parler de plusieurs sources différentes, pas seulement une ou deux. Il semblerait qu'il soit possible que l'Iran ait été poussé à fabriquer une arme nucléaire. Et peut-être qu'un jour, on sera tout simplement stupéfait d'apprendre qu'une explosion nucléaire a eu lieu quelque part au milieu du désert iranien et qu'il déclare, comme l'ont fait les Nord-Coréens à une époque, « Nous sommes désormais une puissance nucléaire ». Et à partir de là, tout serait radicalement bouleversé. Il me semble que la première réaction de la Maison-Blanche sera de dire « Vous voyez, on vous l'avait bien dit. C'est pour ça qu'on faisait tout ça depuis le début. » Mais je pense que beaucoup de gens vont répondre « Non, non, d'après vos propres évaluations, il n'y avait pas de programme d'armes nucléaires. » Tulsi Gabbard, en 2025 et 2026, ils n'avaient toujours pas lancé ça. Et maintenant, ils y ont été forcés. Est-ce qu'on était censé empêcher? C'est vous qui l'avez provoqué. Est-ce qu'il y a la moindre chance que même avec ce Congrès et ce Sénat, ils puissent être destitués si la question était soulevée? Je pense qu'il est peu probable qu'il soit écarté avant le changement lié aux élections. Parce que beaucoup de républicains, surtout à la Chambre, dépendent encore du degré de popularité de Trump auprès de l'électorat républicain pour mobiliser les votes et sauver autant de sièges que possible. C'est pour ça qu'il sait que le vrai risque pour lui viendra seulement après les élections de janvier 2027.
avec la nouvelle Chambre des représentants et le nouveau Sénat. C'est à ce moment-là que le danger deviendra réel pour lui. D'ici là, il a donc une certaine marge de manœuvre. Le problème pour lui, c'est que sa liberté d'action est limitée par les conséquences possibles de ce qu'il fait maintenant, sur la composition de la Chambre et du Sénat à ce moment-là, et sur l'état de l'opinion publique à ce moment-là. Parce qu'en réalité, c'est la combinaison de sa position dans l'opinion publique en janvier 2027 et de la nature de la Chambre et du Sénat, de leur équilibre partisan, qui va déterminer à quel point leurs enquêtes paraissent crédibles, à quel point elles seront approfondies, complètes, détaillées, et aussi à quel point la perspective d'une mise en accusation et d'une destitution devient probable. Et il semble qu'il y ait là un argument crédible. Je veux dire d'abord, on peut dire qu'il a clairement violé la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, en engageant complètement le pays dans une guerre sans passer d'abord par le Congrès. C'est écrit noir sur blanc. Vous le savez mieux que quiconque. Corrigez-moi si vous pensez que je me trompe. Mais selon moi, il est parti en guerre en totale contradiction avec la Constitution et avec cette loi sur les pouvoirs de guerre, et il y a matière à le poursuivre pour ça. Et ensuite, au moment de l'enquête, on peut dire « Regardez, vos services de renseignement vous avaient prévenu, vos généraux vous avaient dit que ça ne marcherait jamais, et pourtant, vous l'avez fait quand même. Franchement, ça ressemble à un crime grave et à un délit passible de destitution. » Et ce n'est pas tout. L'autre problème, c'est combien de gens quittent le navire. Le souci avec un gouvernement de lâches, c'est qu'on se retrouve avec une armée de rats, de futurs rats, et de rats impatients, qui ne sacrifieront jamais leur avenir personnel ou politique pour le vôtre. Et ceux-là, ils n'hésiteront pas à vous planter un couteau dans le dos. Le plus ironique, c'est que la personne la plus critique envers Trump à l'intérieur de la Maison-Blanche serait en réalité la plus loyale. Vance, lui, serait le dernier à abandonner, à saboter, à trahir, à jouer les Brutus. Tous les autres, ces courtisans dociles, ce sont les serpents que Trump a laissés entrer dans la maison. Rappelez-vous son vieux poème, Le Serpent. Tu savais qui j'étais quand je t'ai laissé entrer. Je pense que cette phrase, on va l'entendre souvent à l'avenir. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là son risque. Ces gens-là l'abandonneraient en un instant. Le lobby pro-israélien le saboterait en un instant. Rupert Murdoch le saboterait en un instant. Le premier dirigeant à avoir félicité Joe Biden pour sa victoire à l'élection de 2020, c'était le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est dire à quelle vitesse il a planté le couteau. Voilà le genre de personne dont on parle. On ne peut pas s'allier à une bande de traîtres et de voleurs et s'attendre à ce qu'ils fassent preuve d'honneur quand la situation l'exige. Donc, je pense que c'est un autre de ces problèmes. Si vous regardez bien, Rubio a joué sur les deux tableaux tout au long de cette affaire. Il a fait fuiter des choses d'un côté, puis dit le contraire en public, ou l'inverse. Et vous allez continuer à voir ce petit manège se répéter de la même façon. Ils ont complètement saboté sa chance de contester l'élection de 2020 en disant que ça avait un lien avec la Chine et le Venezuela, alors que ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en 2020. Ce qui s'est passé, c'était du bourrage d'urne à l'ancienne manière. Et vous savez, les bons démocrates savent très bien comment faire ça. J'ai grandi avec certains d'entre eux qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Mais vous voyez, ils ont même saboté cette partie de son programme politique intérieur, tout ça pour leur cause de guerre. Et il y a des scandales de corruption partout. Il y en a un nouveau qui est en train d'éclore, avec la fusion entre Paramount et Warner, qui va exposer les Ellison et le lobby israélien, pour avoir tenté de s'emparer de tous les médias et des institutions culturelles américaines, ou d'en avoir le monopole de fait.
Tout ça en engageant des lobbyistes qui ne se sont pas enregistrés comme tels, qui ont des liens étroits dans toute l'administration Trump et qui ont littéralement monétisé ces liens pour s'enrichir personnellement. Cette affaire va même impliquer des membres de la famille Trump à cause des connexions qu'ils ont. Tous ces scandales vont être choquants, et plus la guerre dure, plus le risque que le monde entier les découvre tôt ou tard augmente. Parce que plus le temps passe, plus ils risquent de subir de lourdes défaites à la Chambre et au Sénat. Et ça, à son tour, augmente le risque d'une destitution et d'une enquête. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien, abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Somebody you care about.